Alors, je vis à La Réunion depuis 30 ans. J'écris et je fais écrire les autres, principalement les enfants. Donc, je suis d'origine catalane. Je suis née en Catalogne, d'un papa catalan et d'une maman qui vient de l'autre côté de la Méditerranée, d'Algérie. Donc, bien que vivant et ayant passé plus de la moitié de ma vie dans l'océan Indien, je me sens profondément méditerranéenne. Et sur mon parcours, donc je suis née dans une famille d'agriculteurs dans laquelle on vivait plusieurs générations confondues, donc avec mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, etc. Et donc très tôt, j'ai été très cadrée, et en étant très cadrée, très tôt, j'ai eu le désir et le besoin de m'évader. Donc j'ai d'abord tout simplement découvert ça en me promenant dans la nature et en partant librement profiter de l'espace qui était autour de moi, plus tard en partant beaucoup plus loin. Et surtout, j'ai découvert dès l'âge de 8 ans le plaisir de m'évader par l'écriture. Comme je dis souvent, de m'exprimer, de sortir la pression qui était en moi. Et donc après, voilà, j'ai commencé à écrire et j'ai plus jamais arrêté. Alors, souvent quand on parle d'écriture ou de gens qui écrivent, on dit oui, mais en fait, tu as beaucoup lu, c'est des grands lecteurs. Je vois tous mes amis auteurs ici sont des grands lecteurs à la base. Moi, en fait, bien qu'il y ait une grande bibliothèque à la maison et que tout le monde ait lu autour de moi, moi, j'ai découvert la lecture que beaucoup plus tard. Par contre, ce besoin d'écrire, je l'ai toujours eu. Et c'est ce que j'essaie aujourd'hui de faire partager aux autres et aux enfants notamment. Donc ce désir d'évasion, voilà. Et puis après, plus tard, effectivement, je parle beaucoup d'écriture, mais plus tard, je me suis tournée vers l'image. Donc à l'adolescence, j'ai découvert la photo, j'ai fait énormément de photos. Je m'occupais du club photo de l'école. Après, j'ai travaillé pendant toutes mes années d'étudiante dans un labo photo. Et lorsque j'étais adolescente, j'ai eu envie d'être reporter de guerre. J'ai eu envie vraiment d'aller, non seulement je pense qu'il y avait ce désir d'ailleurs, mais il y avait aussi ce désir de dénoncer les choses, peut-être même de défendre à ma manière et avec mes propres armes. Et puis après, la raison arrivant et le parcours faisant que, bon, j'ai un peu changé d'idée, mais j'ai toujours continué en parallèle la photo et l'écriture. Un temps, je me suis tournée justement vers l'écriture scénaristique, puisque pour moi, les deux se rejoignaient. Et puis l'écriture l'a emporté. Et, voilà. Et donc aujourd'hui, je fais surtout des livres sur le patrimoine réunionnais, donc qui s'adressent plutôt aux grands et aux adolescents. Et puis après, j'écris beaucoup pour les enfants. Mais ça, bon, j'y reviendrai plus tard sur la nature de ces écrits et leur vocation, puisque c'est jamais neutre d'écrire et d'être édité, je pense. Après, oui, aussi, il y a une autre chose qui, dès mon enfance, et qui guide mon travail aujourd'hui, c'est la différence. Donc, quelque chose qui m'habite depuis mon enfance, c'est la différence. Et effectivement, quand je raconte ça à des petits Réunionnais, ils sont souvent surpris. Je leur dis, là où je suis né, moi, à la frontière espagnole, on était tous blancs, catholiques, la plupart étaient catalans, certains espagnols, mais enfin, et on était tous à peu près du même milieu social. Et en fait, dès qu'il y avait quelqu'un qui venait d'ailleurs, d'une autre région, je lui sautais littéralement dessus parce que ça m'intriguait, parce que j'avais envie de savoir comment c'était. Voilà. Et dès qu'il y avait quelqu'un de différent, j'ai vraiment toujours été attirée donc, par la différence. Et la première fois que j'ai connu quelqu'un qui n'avait pas la même couleur de peau que moi, c'était une métisse malgache, j'avais 13 ans. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'on allait parler avec sa maman qui, dans notre environnement, sa maman était malgache, qui dans notre environnement avait peut-être un peu de mal à se faire des amis. Et avec maman qui vient d'Algérie, elles se sont rapprochées. Et donc, moi j'ai rêvé, bien avant la Réunion, j'ai rêvé de Madagascar et de l'océan Indien grâce à cette dame. Et surtout de cette différence, alors visible ou non visible, mais en tout cas, j'ai toujours rêvé d'ailleurs. Et du coup, je crois que ce n'est pas un hasard si j'ai atterri à La Réunion. Et souvent, je me dis finalement, ce mélange, cet ensemble de différences que je cherchais, je l'ai peut-être déjà trouvé en faisant mes études à Paris, en vivant à Paris, avant d'arriver ici. Puis finalement, je suis venu ici pour 3 mois et je suis toujours là. Parce que
avec du recul, j'ai eu un peu cette image en me disant, ben, finalement, ce monde très divers que je cherchais, ben, il est ici, sur une petite île, et c'est un peu un concentré d'ailleurs. Et c'est ce qui me nourrit à la fois dans mon travail et dans mes rencontres. Alors après, effectivement, en tant que bon élève, j'ai suivi au pied de la lettre vos questions et je me suis interrogée sur l'assignation. Alors pour moi, l'assignation, au début, je l'ai vu comme quelque chose d'extrêmement agressif. Pour moi, j'ai vu le côté juridique, voilà, et on me demandait, et je l'ai vu presque comme une aliénation. On me demandait de me mettre dans une boîte, etc. Et bon, j'ai toujours eu un peu de mal. D'abord parce que je pense qu'on est multiple, qu'on n'est pas pareil à 20 ans qu'à 70 ans. Et bon, je suis à mi-chemin, donc voilà, j'ai encore évolué. Et puis aussi parce que, justement, comme c'est la différence qui m'intéresse, ça m'embête de mettre les choses dans des boîtes. Je pense qu'on peut tous être différents et multiples. Donc pour moi, l'assignation, j'ai entre guillemets un peu botté en touche. Et puis, en y réfléchissant encore, j'ai repensé à cette phrase de Barthes qui dit qu'en fait, l'autre est toujours perturbé quand il n'y a pas d'assignation. Et finalement, ça ne me déplaît pas, parce qu'on est tellement habitué à assigner, à mettre un nom sur les choses, sur les gens, etc. Et finalement, ça me plaît bien de déstabiliser l'autre et de l'inciter à savoir, de même que moi, c'est ce qui m'intéresse, à venir vers moi comme moi j'aime aller vers l'autre, et pour savoir quel est ce qui m'apparaît être peut-être comme une différence. Voilà. Donc c'est pour ça que sur l'assignation, j'ai refusé ce que je considère moi comme une catégorisation qui m'échappait. Après, effectivement, vous évoquiez dans vos questions l'oppression. Alors l'oppression, quelle qu'elle soit, bon, c'est un mot, en tout cas en ce qui me concerne, c'est quelque chose qui me révolte effectivement et que, comme nous tous, j'observe malheureusement au quotidien, dans les médias, mais aussi autour de moi, et notamment j'interviens souvent dans les écoles et l'enfance est parfois très, très rude, et les enfants entre eux, mais en ce qui me concerne, j'avoue que j'ai jamais eu la sensation d'être opprimée. Même en tant que femme, il fut un temps où j'avais été interrogée sur ça. Moi, ça ne m'a jamais posé de problème. Après, il faut reconnaître que, et je ne sais pas si je classe ça dans les privilèges, mais en tout cas, c'est un état de fait, le fait d'être blanche aussi, et de vivre aussi à La Réunion, même si on ne vit pas dans une île aussi idyllique que ce qu'on pourrait croire. On a la chance d'être pleine communauté réunie, de se côtoyer les uns les autres. Et je pense qu'à partir du moment où on va vers l'autre et avec bienveillance, sauf cas exceptionnel, on reçoit la même bienveillance en face. Donc, non seulement je n'ai pas la sensation de subir des oppressions, mais je dirais qu'en plus, je me sens profondément privilégiée pour plein de raisons. D'abord parce que je vis dans un endroit absolument extraordinaire, donc comme on le disait, par non seulement cette cohabitation, mais aussi ce métissage. Parce qu'on vit dans un endroit, alors tout bêtement, mais fondamentalement, où il fait toujours beau, où il y a toujours une belle lumière, et ça, je pense que psychologiquement, c'est un cadeau. On vit bien sûr dans un endroit en paix. Et puis, parce que j'ai la grande chance de vivre de ma passion, donc de l'écriture, de pouvoir la partager et de pouvoir en vivre, on va dire, suffisamment bien pour pouvoir assouvir mon autre passion qui est celle du voyage. Et donc, ça me permet de monter des projets de coécriture, des projets d'écriture à l'étranger. Et ça, c'est voilà, mon grand plaisir. Et une île. Donc effectivement, je m'engage pour l'île de la Réunion. Et comme je le disais en préambule, je vis à la Réunion depuis 30 ans et je me sens profondément réunionnaise. Alors effectivement, je suis oreille, mais ici, ce n'est pas négatif que d'annoncer qu'on est, ou de dire qu'on est malbar, qu'on est arabe, c'est-à-dire indien musulman, qu'on est chinois, qu'on est... Alors, moi, ça se voit moins, mais ça s'entend. Je suis effectivement oreille. Mais je suis viscéralement réunionnaise et je m'en suis rendu compte au fur et à mesure
parce que finalement, et notamment en voyageant, quand je voyage à l'étranger et que je représente entre guillemets la France et qu'on me demande de parler de la France, ben je me rends compte que ma France et mon quotidien, c'est vraiment la Réunion. Donc je vais parler d'architecture réunionnaise, qui est un de mes dadas, d'architecture, de cuisine, et mon quotidien est vraiment réunionnais. Après, effectivement, c'est au-delà de la carte postale, et d'ailleurs l'aboiement du chien aussi est typiquement réunionnais. Donc au-delà de ce côté un peu folklorique ou carte postale, c'est vrai que moi j'essaie de m'engager naturellement, on va dire, à travers ce que j'écris et à travers ce que je fais écrire. Alors ce c'est eux et ce c'est EUX. Donc dans ce que j'écris sur le patrimoine réunionnais, alors j'ai vraiment pas la prétention de le maîtriser, donc en général je travaille avec des historiens, des spécialistes du sujet sur lequel je souhaite écrire. Après, ce qui me paraît important, c'est de permettre aussi bien aux adultes qu'aux enfants, loin de moi l'idée d'être donneuse de leçons, mais de connaître leur patrimoine. Et notamment quand j'ai travaillé sur des biographies, l'idée c'était de montrer déjà qu'à La Réunion, qu'on travaille sur Ambroise Vollard, qu'on travaille dans un autre registre sur Edmond Albius, qui a découvert la fécondation de la vanille et qui était un esclave, c'est déjà qu'on est capable de faire des choses, qu'on peut être fier, qu'on a plein d'exemples uniques, d'exemples qu'on peut suivre. Et puis, ce qui me paraît important aussi, c'est de se pencher sur notre histoire. Ce que je vais dire sur La Réunion, c'est universel, mais c'est qu'on ne peut pas construire l'île aujourd'hui si on ne connaît pas notre histoire, et notamment une histoire coloniale, une histoire basée sur l'économie de la canne à sucre, une économie spéculative, et donc qui a donné le profil de la société d'aujourd'hui, avec des gens certes qui viennent de partout, mais qui ne sont pas venus de leur plein gré, puisque, bon, sans faire de leçons, on a eu des esclaves, des engagés, etc. Et malheureusement, je dirais que les enfants souvent ignorent ça, mais les adultes aussi. Donc je pense que c'est important, et c'est pour ça que j'ai fait un certain nombre d'ouvrages documentaires, de parler de ça. Après, il y a un autre volet de mon travail en tant qu'auteur qui est d'écrire pour des enfants. Donc ça, je le détaillerai peut-être un petit peu plus tard sur justement les engagements que j'ai pris dans tel ou tel ouvrage. Alors c'est amusant, parfois conscient, parfois inconscient, mais bon, on écrit avec ce que l'on est, je pense, avec ses convictions. Et puis après, alors vraiment, ce que je qualifierais d'un engagement le plus fort, c'est mon engagement auprès des enfants et le fait que je fais de plus en plus d'ateliers. J'avoue honteusement que je suis obligée d'en refuser certains, mais et je travaille avec des tout petits. Alors à La Réunion, on a une tranche d'âge, c'est 15 000 enfants. On a une population très jeune. Tout le monde est loin de vivre dans des milieux favorisés. On voit dès l'école les inégalités, et notamment l'accès à la culture. Et peut-être que c'est en transposant ce que j'ai vécu moi enfant, mais mon idée c'est d'aller dans les écoles pour les faire écrire. Et c'est vrai que systématiquement, ça c'est assez extraordinaire, c'est pas une fois sur deux, c'est 99,9% des cas. Quand je fais des ateliers d'écriture dans les classes, on travaille à l'oral à l'échelle de la classe, et l'idée c'est de composer une fiction ensemble, d'imaginer une histoire. Ce sont les élèves les plus en difficulté, les plus en marge, ceux qui sont autrement capables, comme disent nos amis canadiens, québécois, pardon, qui trouvent là une fenêtre et qui du coup arrivent à s'intégrer au groupe, et des expériences extraordinaires, je pourrais en raconter, l'heure ne suffirait pas. Donc ça c'est un vrai engagement. C'est un vrai engagement que de permettre à ces enfants non seulement de s'exprimer, mais déjà de trouver leur place dans la classe, parce que c'est facile d'extrapoler. S'ils ne trouvent pas leur place dans la classe, dans l'école, comment vont-ils la trouver plus tard dans la société? Donc si vraiment j'ai un engagement un peu plus fervent que les autres, c'est ça, c'est pour la jeunesse réunionnaise et en intervenant dans les écoles.
Donc par rapport à mon engagement, là je parlerai plutôt de ce que je fais dans les livres. J'ai déjà parlé des ateliers, puis je pense que j'en reparlerai plus longuement plus tard. Par rapport à mes livres, c'est assez extraordinaire, en fait. C'est intimement lié. C'est que j'ai écrit un premier livre qui s'appelle Le petit garçon qui ne souriait jamais. Et puis il a commencé à être étudié dans les écoles, et donc je suis allé dans les écoles, et puis un deuxième album, et ainsi de suite. Et finalement, au début, et surtout avec l'éditrice que j'avais, Claudine Serre, qui fait énormément de choses ici à La Réunion sur la lecture et le livre, c'était, bon, moi je veux pas de livre à message, etc. et tout, bon. Et puis alors j'avais vraiment pas l'impression qu'il y ait un message profond. Et puis en discutant avec les enfants m'ont posé plein de questions, et puis surtout ont mis le doigt sur plein de choses. Et grâce à eux, je me suis rendu compte que j'écrivais en fait sur la différence. Donc effectivement, le premier album, c'était un enfant qui était en marge, qui écrivait tout le temps, donc ils m'ont un peu repéré, qui écrivait tout le temps et qui mettait tout dans sa petite valise. Il déménageait, il déménage, il met tout dans sa petite valise grossit jusqu'au jour où. Et je crois que la plus belle définition de cet ouvrage, c'est un petit garçon qui était en grande section, qui m'a dit, alors moitié en créole, moitié en français, qui m'a dit: moi madame, j'ai compris ton livre, j'ai compris que quand on a un petit bobo, il faut cause tout de suite, sinon le bobo devient gros. Et donc voilà, finalement je me suis rendu compte que mes livres, certes je les écrivais pour moi et pour partager, mais que les enfants en faisaient un usage décuplé. Après j'ai écrit aussi une histoire de chat et de souris qui me permet vraiment d'ouvrir le débat avec les enfants sur la différence, puisque c'est un chat qui est un peu dans la galère et qui va, bon là je spoil, hein, mais qui va, tant pis pour vous, vous ne direz pas l'histoire, et qui va s'en sortir grâce à des petites souris qu'il rencontre. Et ça c'est vraiment intéressant pour engager le débat, parce que spontanément, oui, mais oui, les chats mangent les souris, etc. et tout, mais comme quoi. Et donc voilà, et finalement ça c'est des thèmes qui font partie de moi. Pas que je sois dans une différence que je revendique, justement, c'est peut-être une manière soft que de ne pas être dans les clous. Mais c'est vrai que j'ai toujours été entre deux mondes, comme je suis entre deux mères, je suis entre, on va dire, le monde des adultes et le monde des enfants, entre celui des hommes et des femmes, entre celui du texte et de l'image. Voilà, et peut-être bien d'autres encore, mais je ne cherche pas à me positionner, mais justement, c'est plutôt, et j'en reviens à la notion de l'assignation. Tout à l'heure, quand je parlais de l'assignation, je disais que ça m'ennuyait que de vouloir entrer dans une case ou d'avoir une étiquette, tout simplement parce que quand on rencontre l'autre, cette étiquette s'accompagne de tout un tas d'idées préconçues. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est la découverte, c'est l'expérimentation, etc. Donc c'est vrai que aller à la rencontre des enfants, mettre avec eux le doigt sur des différences, et des différences auxquelles on associe tel et tel imaginaire, idée préconçue, galvaudée, etc. C'est bien, ils en ont moins que nous, et c'est bien de déconstruire tout ça avec eux, et donc de commencer à déconstruire dès le début. Après, j'ai eu la chance aussi de faire un livre qui s'appelle, et ça c'est un sujet très, très épineux partout, de faire un livre qui s'appelle La Réunion des religions, qui était un travail de commande. Comment expliquer les religions aux enfants? Alors on a la chance à La Réunion d'avoir plein de croyances et de religions, et de les vivre de façon assez harmonieuse. Et ce livre-là, alors j'ai été contente de le faire à La Réunion. C'est l'histoire d'un enfant qui vit ici et qui est invité à une fête à chaque fois, donc chez son copain hindou, chez son copain bouddhiste, musulman, catholique, etc. J'ai eu le plaisir de travailler avec le groupe de dialogue interreligieux que je connaissais déjà, mais mon plus grand plaisir, ça a été de pouvoir le faire à l'île Maurice. C'est-à-dire qu'il y a une éditrice mauricienne, Pascal Sioux de Vis-à-vis, qui a trouvé que ce livre était intéressant et qui s'est dit Maurice, c'est vrai que c'est à 200 km de La Réunion, il y a plein de ressemblances, plein de similitudes, mais il y a aussi des choses qui sont plus ancrées, peut-être plus difficiles à vivre, et notamment dans ce domaine-là. Et donc j'ai eu le plaisir d'aller travailler à Maurice. Bon, j'y vais assez régulièrement, mais là vraiment de travailler là-bas et de voir combien la
problématiques étaient encore autres et que c'était un sujet beaucoup plus sensible. Et ce qui est intéressant avec ça, et moi, un de mes plus beaux cadeaux, c'est que d'avoir pu le faire là-bas, d'avoir travaillé chez eux avec le Conseil des religions. Et puis, bon, à Maurice, j'avoue que je ne sais pas trop comment vit le livre, mais ce qui est intéressant à La Réunion, c'est que très souvent, on me dit, moi, je l'ai offert pour une communion, je l'ai offert pour une confirmation, je l'ai offert pour telle cérémonie hindoue, pour mon petit-fils, etc. Quand on a sorti le livre, j'ai été invité à le présenter dans des écoles coraniques. J'ai été invité dans l'Institut d'enseignement catholique qui forme les futurs enseignants du catholique à présenter l'ouvrage. Et ça, vraiment, c'est une chance extraordinaire qu'on a ici. Alors certes, d'avoir cet outil, d'avoir pu le faire, mais que les gens se l'approprient. Et je me rappelle quand il est sorti sur le Salon du Livre Jeunesse au port il y a quelques années, des gens venaient sur la couverture, il y a plein d'enfants de toutes les couleurs, et les gens me disaient « mais c'est ma famille ça, ma soeur elle est mariée avec un arabe, l'autre elle est avec un oreilles et machin, etc. » Et c'est vrai qu'il y a des petits enfants de toutes les couleurs et a priori de toutes les religions. Et les gens n'étaient pas étonnés, c'était La Réunion. Et ce livre-là, alors j'ai peut-être un regret, c'est que on l'a présenté en métropole, au Salon du Livre, tout le monde nous a dit c'est extraordinaire, etc. On en a bien besoin, et puis bon, c'est resté lettre morte, on en a bien besoin, et bon, il est diffusé en métropole, mais de façon, j'allais dire, plutôt anecdotique. Alors comme je l'ai dit, et peut-être du coup maintenant un peu au détriment de mon écriture et de mes livres, mais je vais beaucoup dans les écoles. Je me suis laissé prendre au jeu. Et surtout, j'ai la sensation que c'est, je ne sais pas, mais d'être encore plus utile qu'en faisant des livres. Mon idée étant aussi de démultiplier tout ça, c'est-à-dire que certes, je vais animer des ateliers d'écriture, mais j'ai aussi l'opportunité de former des enseignants, des bibliothécaires à l'animation d'ateliers d'écriture pour que voilà, on puisse démultiplier ça. Et j'ai un très beau projet en mars-avril de l'année prochaine où je vais faire écrire des enfants de Madagascar. Donc je vais aller à Madagascar, on va écrire 3 histoires, enfin 3 débuts d'histoire. Ils vont envoyer leurs personnages qu'ils vont créer eux-mêmes à Mayotte. Après je vais à Mayotte, à Maurice, à Rodrigue, et j'ai oublié, on commence à La Réunion, voilà. Donc on va faire circuler notre petit personnage, et là ça rejoint aussi un des autres sujets qui me tiennent à cœur, c'est l'altérité et l'ailleurs, parce que souvent quand on est dans une île et qu'on n'a pas l'opportunité de voyager, ne serait-ce que de se déplacer entre les hauts de notre île montagneuse et les bas et la côte, là encore, on a des idées préconçues, des clichés, etc. Et donc à travers ces projets d'écriture, l'idée c'est à la fois d'aller vers l'autre, de découvrir l'autre et surtout de ne pas en avoir peur et de déconstruire certains schémas. Alors, comment je fonctionne dans ces ateliers? Là encore, je vais un peu plus dans le détail, c'est que je travaille à l'échelle du groupe. Parce que très souvent, on demande aux enfants d'écrire tout seuls dans leur coin. Et là, j'essaie de mettre en place un vrai travail d'équipe. Et donc, en travaillant à l'oral avec eux, déjà, on occulte plusieurs problèmes qui sont le problème de l'écriture, surtout que j'arrive à écrire, j'écris avec des maternelles aussi, donc des enfants qui ne savent pas écrire ou des plus grands qui ont des difficultés à écrire. Après, il y a aussi le problème de la langue, donc bon, je ne vais pas travailler en malgache, j'aurais du mal, mais par exemple à La Réunion, c'est vrai que je dis souvent aux enfants, et ça permet à certains de s'exprimer, ils peuvent s'exprimer indifféremment en créole ou en français. Et puis, le fait de travailler de façon collective, c'est aussi apprendre à respecter la parole de l'autre. Alors, pas au sens de ne pas lui couper la parole, ça c'est tellement évident, mais c'est aussi de dire, oui, mon idée, elle n'est pas meilleure que celle de l'autre, ah, c'est intéressant, on se repositionne, on questionne, et d'essayer d'arriver à créer, c'est la plus grande difficulté, arriver à créer un fil, un imaginaire collectif. Alors bon, je ne choisis pas mes sujets par hasard, donc on peut partir d'images, on peut partir de héros, on peut partir... on a écrit des histoires avec le Japon, par exemple. J'ai fait coécrire des enfants qui vivent dans des petits villages des Hauts, et notamment dans le cirque de Sillaos, avec des jeunes enfants de Tokyo. Là, on est parti de parfums, tout simplement. Donc tout peut nous inspirer, mais après, finalement, dans ces histoires, on retrouve... Moi, je me laisse guider par les enfants, mais on retrouve toujours les mêmes choses.
Et l'expérience m'a aidé à recadrer un peu ce travail en introduisant des personnages féminins. Donc finalement, je suis partie de l'altérité, de l'ailleurs, etc. Et puis à un moment donné, je me suis dit, en observant ces textes, quand je leur dis par exemple, allez, vous travaillez sur 2 héros, et puis les enseignants m'envoient leurs fiches de personnages, etc. Et puis après, j'imagine un lieu insolite. J'imagine un lieu insolite et je dis, bon, ben, effectivement, j'arrive en classe, je dis, ces 2 héros ne se connaissent pas et ils vont se rencontrer dans le car jaune, qui est le bus interurbain ici, ou à Pôle emploi. J'ai une histoire sur Pôle emploi assez intéressante sur la psychologie des enfants et la sociologie réunionnaise. Et en fait, quand je travaille sur ces projets, je me suis rendu compte que systématiquement, on avait un héros et un héros. Et où sont les héroïnes? Donc, systématiquement, si les enseignants ne l'ont pas fait au préalable, ou en tout cas dans le brief que je donne, je demande à ce qu'on travaille. Ça peut être 2 héroïnes, ça peut être un héros et une héroïne, au choix, mais il faut qu'il y ait au moins un personnage féminin. Et alors c'est assez amusant parce que ça donne lieu tout simplement, ils sont souvent, et les petits, imprégnés de contes de fées, beaucoup de dessins animés aussi, beaucoup moins de littérature. Et donc moi je m'attendais, en faisant ce type d'exercice, à me retrouver sur des histoires de princesses et des histoires bêtes et méchantes. Alors je ne dis pas que de temps en temps il n'y a pas quelques dérives, mais justement en donnant des lieux réels de la Réunion, etc., on sort de tout ce domaine-là et finalement on arrive à des choses hyper intéressantes où les gamins se questionnent, ou alors je vais les titiller de temps en temps, se questionnent sur le rapport homme-femme. Et après j'ai eu des expériences assez amusantes dans ce domaine. C'était une classe qui avait choisi la bête, c'était la bête qui a rencontré Ulysse. Alors, là, pourquoi je choisis cette histoire alors qu'on en a écrit, je sais pas, j'ai fait peut-être une centaine d'ateliers. Cette histoire, pour moi, a été révélatrice de plein de choses. Alors, elle m'a fait rentrer aussi dans une rage folle, mais je vais essayer de tout détailler. Donc, le fait de travailler sur Ulysse, ils sont partis, ils avaient travaillé sur un personnage. Donc, Ulysse, il part du principe que c'est là de ses aventures en Méditerranée, il décide de changer d'air et il vient à la Réunion. Donc il vient à la Réunion et puis il y a quand même Pénélope qui l'attend. Donc il se dit, bon, à un moment donné, il faudra bien que je retourne, mais il veut retourner à pied sec en Méditerranée. Donc il décide de monter une entreprise. Donc Ulysse, tout de suite, pour les enfants, c'est l'entrepreneur. Et il rencontre la bête. Alors au début, quand ils m'ont dit Ulysse et la bête, moi je leur ai dit un lieu décalé mais qui leur parle, même petit. Je dis, ils se rencontrent au Pôle emploi. Et là, Ulysse, l'aventurier, les oreilles, etc., qui monte une entreprise, et la bête, qui vient chercher un boulot. Et quand on commence le dialogue, la bête parle en créole et Ulysse en français. Poum. Donc là déjà, hop, premier, bref, on discute avec les élèves, etc. Et du coup, on parle de ça. Certes, on écrit l'histoire, et là, ce qui était intéressant, c'était avec une classe de 6e. Donc on avait un dialogue un peu plus, on va dire, on pouvait avoir un dialogue un peu plus fourni. Et puis après, bon, on continue l'histoire, etc. Et puis, bon, il y a une espèce de tir croisé. Pénélope va arriver. La belle a trahi la bête. En fait, elle devient la petite amie d'Ulysse. Et là, grand choc. Et là, j'ai carrément tapé du poing sur la table, mais au sens physique du terme. On était au CDI avec la prof de français et la bibliothécaire. Ils me disent que Ulysse sorte avec la belle, ça leur posait aucun problème, mais que Pénélope se retrouve avec la bête, alors ça c'était terrible. Alors je dis, attendez, là il y a un truc qui m'échappe. Oui, mais madame, à la Réunion, bah, c'est comme ça, on a l'habitude, c'est comme ça. En gros, elle, ils n'ont pas prononcé le mot, mais bon, elle c'est une salope si elle fait ça, alors que lui, bon, je dis, mais attendez, Pénélope, elle n'attend pas à la maison. Et donc là, on est parti dans un débat. Et je me suis rendu compte, et ça a été vraiment terrible, parce qu'on sait qu'il y a des violences, et notamment beaucoup de violences intrafamiliales à La Réunion. Je me suis rendu compte là que des gamins de 6e, c'était déjà extrêmement ancré chez eux, et qu'il y avait ces stéréotypes de base. Et c'est ce qui m'a motivé pour, depuis ça, j'insiste vraiment, et on fait, à l'issue de toutes les histoires, même avec des plus petits,
on fait des débats, on interroge le genre, les stéréotypes de genre, etc. Et c'est devenu voilà, un de mes combats. Donc moi, je suis tout sauf une grande théoricienne, mais c'est en partant du terrain et de mes expériences que petit à petit, finalement, je m'implique. Et après, je m'en suis voulu parce que j'avais vraiment été très violente dans ma réaction. Et les enseignantes m'ont incité, m'ont dit non, il n'y a aucun souci. Voilà. Et ça a permis vraiment de dialoguer avec les enfants. Et j'ai revécu, mais alors là, c'était en sens inverse, quand on a travaillé avec les petits japonais, les Réunionnais, donc c'était une classe de 6e aussi, les Réunionnais avaient choisi au musée Léon Dierks, il y a une très belle expo d'estampes japonaises qui venait de la Jobo Art Gallery. Donc le principe, c'était d'amener les enfants au musée. On a quand même une chance extraordinaire ici, c'est qu'on a beaucoup de moyens et beaucoup de ressources. Et donc on les amenait au musée et on leur faisait choisir, je leur faisais choisir 2 estampes, une qui était un décor et une autre avec des personnages. Et ils ont choisi alors une geisha et un sumo. C'était un peu les clichés, voilà. Mais après, de toute façon, on les fictionne, ces personnages. Et pour eux, le sumo était très doux, très tendre, etc. Bon, ils tombaient amoureux d'elle qui était... Alors ça a vraiment bouleversé les Japonais, ça, et c'était intéressant de travailler avec eux, des Japonais du même âge. Et elle, au contraire, c'était une styliste, c'était une femme émancipée, etc. Donc là, j'avais des bons clients de mon côté. Et là, le principe de ces histoires, la restitution, c'est un kamishibai, c'est un petit théâtre de papier. C'est-à-dire qu'après, on ne fait pas un livre, mais on fait des planches. Et j'ai la chance aussi de travailler avec une illustratrice qui après fait aussi des ateliers avec les enfants. Et donc, on envoie notre début d'histoire aux Japonais et qui, eux, continuent. Et le sumo gifle la jeune femme. Donc, moi, je suis embêtée, je reçois ce texte. Et puis, du coup, voilà, on en parle aux élèves. Et ça a été un débat non seulement sur notre manière de voir les choses et celle qu'on peut aussi avoir ailleurs, donc se confronter aux visions, etc. Bon, après, on a mené l'histoire à son terme, on a négocié avec les Japonais pour adoucir un peu notre sumo, qui est quand même passé par la case prison, pour violence, malgré tout. Mais ce qui est amusant, c'est que sur un exercice, entre guillemets, aussi anodin, et qui partait de la volonté de faire s'exprimer les enfants, que chacun puisse trouver sa place, finalement, je suis arrivée à aborder des questions qui me préoccupent. Et je suis même allée plus loin, puisque moi, ce qui me préoccupe et qui me tient à cœur, là, pour en revenir, pour faire le lien, j'allais dire, avec mon travail plus personnel et mon écriture, c'est que dans ces histoires que j'écris avec les enfants, il m'est arrivé à surfer avec le genre de façon extrêmement naturelle, parce qu'effectivement, quand on parle de la bête qui se retrouve avec Pénélope, d'ailleurs ils ont un enfant à la fin, qui est mi-grec, mi-bête. Voilà. Et effectivement, moi, quand je remplace la bête par un pronom, je mets naturellement elle. Et en plus, ça c'était un texte qui était très dialogué, etc. Donc j'arrive, je rends leur petit livret aux élèves, ils lisent l'histoire, etc. Les élèves, mais alors on ne bronche pas, c'est passé comme une lettre à la poste. Et là, les enseignants me disent oui, mais quand même, je leur dis c'est un mot féminin. Donc sans plus de revendications ni de débat. Et j'ai eu la même histoire, la même chose un petit peu avant, il y a quelques années, avec une école primaire. Et eux, ils avaient, c'était une vache qui tombait amoureuse d'une tartine, et cette vache s'appelait Jean-Pierre. Et c'était complètement naturel. Et donc là, moi je l'ai écrit comme ils me l'ont raconté, puisqu'après c'est moi qui formalise le texte. Et je crois que ça a été cette histoire qui a été le déclic, et je me suis dit, là c'est un terrain de jeu extraordinaire. Et donc je me suis amusée à faire ça. Et là encore, c'était extraordinaire. Ils étaient plus jeunes, je crois qu'ils étaient en CM1 ou quelque chose comme ça. Les marmailles, comme on dit ici, c'est passé comme ça. Et c'est l'enseignant qui m'a dit, oui, mais quand même, tu t'es pas trompé de pronom et tout. Je dis non, non. Bon. Et donc à travers ça, j'amène aussi leur professeur à réfléchir. Voilà. Donc ça, ça fait partie des expériences. Et après, dans mon travail effectivement plus personnel, c'est vrai que, bon, écrivant pour les enfants ou sur le patrimoine, j'ai pas trop de fenêtres de tir sur le genre, mais grâce au FRAC et notamment à Béatrice Vinoche, la directrice du FRAC, qui a lancé il y a
3 ans maintenant, je crois, un salon de la micro-édition. Là, ça m'a permis effectivement de travailler, de faire des textes plus personnels. Et là, j'ai fait des textes autour du genre, mais sans forcément de revendication, parce que pour moi, et comme je le disais en préambule sur l'assignation et autres, pour moi, et souvent je conclue comme ça en parlant du genre humain. Du genre humain, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vers l'autre et que l'autre vienne vers moi. D'où entre autres des projets d'écriture un peu partout ici, mais aussi à l'étranger. Donc ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est le genre humain au sens large. Après, quel que soit le genre, les orientations, etc. Au contraire, pour moi, la différence est une richesse. Non, absolument pas. Non, en fait, quand j'ai vu cette question, pour moi, elle n'avait pas lieu d'être, parce que je me dis, mais comment peut-on ne pas être féministe quand dans la société dans laquelle on vit, alors société patriarcale certes, alors moi qui suis d'origine méditerranéenne et qui vis à La Réunion, n'en parlons pas, mais pour moi, féministe, c'est naturel, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit ce qu'on veut, ça me paraît évident. Après, en relisant la question, je me suis dit, mais finalement, moi, ce qui m'intéresse, et ce que je mets dans le mot féministe, c'est entre guillemets, c'est la défense de tous, de toutes les différences. Ce que je disais, pour moi, la différence est une richesse, mais malheureusement, elle est stigmatisée. Donc moi, ce pourquoi je me bats, c'est certes contre la violence faite aux femmes, contre l'oppression contre les femmes, mais aussi contre, je sais pas, moi je suis révoltée quand je vois des personnes handicapées qui ne sont pas incluses. D'ailleurs à Madagascar j'ai la chance de travailler sur le projet de coécriture, je vais travailler avec des enfants autistes. Ici je travaille sur un projet musée avec des enfants déficients visuels. Moi c'est toutes les différences qui m'intéressent parce que je découvre. L'autre jour, je me suis retrouvée à présenter mes livres à ces enfants-là. Ils sont en inclusion dans une classe. Je n'avais pas compris que c'était eux au début. Eh bien, ça nous oblige à nous repositionner. Donc, c'est ce qui me paraît intéressant. Se confronter à la différence de l'autre, c'est aussi se repositionner soi-même. Parce qu'on a beau dire qu'on est ouvert d'esprit et qu'on s'adapte à toutes les situations. C'est ce questionnement qui est intéressant. Donc, pour moi, au-delà du féminisme, je pense que ce qui est important pour moi, c'est la défense. Je ne sais pas si c'est le terme, mais oui, c'est la défense et l'éveil par rapport à toutes les formes, et la révolte par rapport à toutes les formes d'oppression, quelles qu'elles soient. Donc oui, je me bats pour que chacun d'entre nous puisse vivre tel qu'il est, puisse vivre en liberté et puisse évoluer en fonction de ce dont il a envie. Et on peut être d'une manière à un âge, d'une autre à une autre, ou en fonction des contextes, etc. Et voilà, et que chacun puisse être libre. Donc j'ai un féminisme très, très ouvert et très éclectique.